Bonjour à tous. Bonjour. 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 Écoutez, très bien. Merci d'être tous autour de cette table ronde, donc sur la thématique de l'onboarding digital comme vecteur d'acquisition client. Quel levier. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de démarrer par une rapide tour de table pour nous présenter une petite introduction. Et après, nous allons lancer la discussion autour de ce sujet. Donc, je démarre. Donc, je suis Laurent Renaudot, senior manager du cabinet 99 Advisory. Donc, je suis en charge de toutes les problématiques en lien avec la sécurité financière. Je viens de ce monde-là depuis un peu plus de 10 ans. Et à ce titre, on est confronté au sujet de l'onboarding digital, donc tant dans l'intégration des exigences en termes de conformité que dans la lutte contre la fraude. Donc, j'interviens pour le cabinet 99 Advisory, qui est un cabinet qui regroupe à peu près 150 consultants, qui est issu du domaine de la conformité, aujourd'hui qui s'est élargi à l'ensemble des problématiques d'expérience client, de digital et de data. Thomas, je te laisse la main. Bien, bonjour à tous, Thomas Vatinel. Donc, je suis en charge du marketing chez Vialink. Vialink, on est un éditeur de logiciels spécialisé sur les entrées en relation digitales et automatisées. Donc, on automatise toute la partie KYC et cela depuis la collecte des documents jusqu'à la signature des contrats. Et bien sûr, au milieu de tout ça, l'ensemble des contrôles qui sont nécessaires pour s'assurer d'être en conformité. Donc l'objectif pour nous, c'est évidemment de rester en conformité et de sécuriser les flux, mais aussi d'améliorer l'expérience client tout en réalisant des gains de productivité pour nos clients. Merci Thomas. Christophe? Bonjour, donc Christophe Dany, je dirige la société OUI. Et donc, deux mots sur OUI, on est éditeur de logiciels, intelligence artificielle autour de la compréhension du langage. Et on propose des solutions chatbot, mailbot, voicebot et analytics, avec aujourd'hui la plupart des grandes banques comme clients et quelques assureurs, une vingtaine de grands comptes en production en France. Merci Christophe. Olivier, je te laisse la main. Bonjour, donc Olivier Roche, je suis le directeur France de FCB.ai et nous sommes spécialisés sur l'onboarding et le servicing à travers un écosystème relationnel basé sur l'IA. Et donc nous sommes présents sur le continent africain et le continent européen. Voilà. Très bien. Merci Olivier. Jérémy? Il n'est pas encore arrivé en fait, Jérémy. Ah, Jérémy n'est pas arrivé. Bon, écoutez, on va démarrer alors. Donc, rapidement, une petite introduction de mon côté. Donc, onboarding digital et vecteur d'acquisition client. Donc, sujet vraiment d'actualité. On ne va pas refaire toute l'histoire. On connaît tous l'évolution du digital et puis aujourd'hui l'enjeu majeur qu'il représente pour les entreprises. Évidemment du secteur bancaire, finance et aussi assurantiel, mais plus largement l'ensemble des secteurs d'activité en termes d'acquisition client. Le digital, c'est quoi aujourd'hui les enjeux? C'est premièrement acquérir de nouveaux clients. Aujourd'hui, donc, on a changé radicalement dans le monde bancaire et financier. On n'est plus dans l'optimisation du portefeuille de clients existants et la qualité du portefeuille, mais vraiment sur, on va dire, euh, la croissance en termes d'acquisition client, qui est un signe de pérennité pour les entreprises. Et puis aussi, le digital, c'est l'image d'un établissement, l'image d'une entreprise en termes d'innovation, de qualité de la relation. Donc, enjeu majeur pour la relation client. Je voulais juste faire un petit focus sur l'onboarding et les exigences en termes de conformité et des réglementations, simplement pour rappeler un certain nombre de principes et d'enjeux qui concourent à la qualité du portefeuille client. Donc, on sait qu'aujourd'hui, en fait, l'onboarding
est face à deux sujets majeurs. L'onboarding digital est face à deux sujets majeurs. C'est premièrement la lutte contre la fraude et puis la lutte contre le blanchiment et plus généralement l'ensemble des enjeux de connaissance client. Les enjeux de connaissance client, de KYC, en fait, au départ, on partait donc des sujets et des réglementations liées à la lutte anti-blanchiment. Et aujourd'hui, le KYC, mais plus largement l'ensemble des relations d'affaires, que ce soit fournisseurs, partenaires, associations, même employés, collaborateurs, etc., sont devenus un enjeu majeur pour les établissements. On est parti de la lutte anti-blanchiment. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, en termes de sanctions et embargos, l'obligation de renforcement de la connaissance client et des activités à l'international donc, est très fort. On a Sapin 2 aujourd'hui qui a introduit un scoring dédié à la corruption, donc des éléments à collecter en matière de lutte contre la corruption. Et puis ce qu'on voit apparaître chez nos clients aujourd'hui, c'est la connaissance client et relations d'affaires en matière de responsabilité sociale et environnementale. Donc en fait, on est face à deux problématiques, on va dire les deux faces de la même pièce. Comment enrôler, comment acquérir des clients de façon la plus fluide possible, la plus rapide possible et la plus efficace possible, et en même temps tout en garantissant toutes les exigences de lutte contre la fraude et les exigences réglementaires. On sait que c'est un véritable enjeu. Des néobanques, des process digitaux ont présenté des risques de fraude accrus. Un process d'enrôlement qui n'est pas fiable ou sur lesquels il y a des manquements en termes de lutte contre la fraude peut représenter un vecteur majeur de fraude massive, qu'elle soit cyber ou qu'elle soit fraude sociale ou fraude documentaire, un enjeu qui risque de décrédibiliser la banque. Donc, acquérir des clients, certes, mais toujours en respectant les exigences en matière de sécurité, que ce soit sécurité interne, sécurité client et aussi sécurité financière. Donc, ce préalable étant posé, aujourd'hui, quand on parle d'onboarding digital comme vecteur d'acquisition client, qu'est-ce que ça signifie? Quel type de client? Est-ce qu'on s'adresse à tous les secteurs? L'onboarding digital, finalement, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un process global? Est-ce qu'on parle de tâches, d'actions automatisées avec des applications réellement opérationnelles et très ciblées? Quel use case? Quelle est l'utilisation des nouvelles technologies? L'intelligence artificielle, le machine learning, robotisation, chatbot, etc. Tout un tas de termes qu'on emploie. Quelle est la réalité effective de ces applications? Et puis quand on parle de renforcer l'enrôlement digital, quel type de projet? D'accord. Et enfin, comment intégrer la sécurité au sens le plus large dans ce process d'onboarding de façon à sécuriser et à fluidifier la relation client. Voilà un petit peu les sujets que nous allons aborder autour de cette table ronde. Un préalable, donc n'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions, à faire des remarques, des retours d'expérience au cours de cet échange. D'accord, le but n'est pas simplement d'échanger entre nous, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos problématiques et de vos réflexions au cours de cet échange, de façon à ce que ce soit fluide et beaucoup plus interactif. Je laisse la parole à Thomas, qui va nous faire une introduction. Merci Laurent. Effectivement, j'avais prévu quelques slides très rapidement pour présenter Vialink et ce qu'on sait faire pour répondre à toutes ces problématiques-là. En introduction très rapide, Vialink, on est un éditeur de solutions SaaS. On a un peu plus de 200 clients, enfin voilà, vous le voyez à l'écran. Hop là, ça va trop vite. Bon, je peux pas revenir en arrière, tant pis. Donc 200 clients, un peu plus de 30% de croissance. On fait un peu plus de 10 000 millions de contrôles par an et 5 millions de signatures électroniques. Je passe très rapidement parce que c'est pas forcément l'enjeu de la présentation aujourd'hui, cette partie-là. Et de toute façon, j'ai l'impression que ma présentation bug complètement. Donc voilà, ça va trop vite, c'est pas grave. C'est l'enfer des animations en fait ça. Voilà, donc pour reprendre un peu ce que disait Laurent, effectivement l'objectif quand on part sur un parcours 100% digitalisé, c'est quand même de réussir à mixer
cette amélioration de l'expérience client avec toujours en gardant en tête l'aspect conformité. Donc pour Vialing, en tout cas, ça a été le parti pris et notre objectif était de finalement simplifier la collecte des dits documents, tout en assurant nos clients de l'ensemble des contrôles que nécessite de faire la réglementation autour de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc on cherche aussi à sécuriser évidemment un certain nombre de choses et notamment, l'identité. Alors principalement quand on est sur la personne, physique, mais on verra aussi sur la personne morale, je pense tout à l'heure et ça dans un but aussi de gain, opérationnel, qui est de pouvoir accélérer la signature des différents contrats par la suite. Alors celle-ci, je la passe très rapidement parce que c'est un peu tout ce qu'on sait faire et la roadmap et je vais pas prendre le temps de rentrer dedans parce que je pense que le plus intéressant reste néanmoins les échanges qu'on va avoir par la suite. L'objectif est évidemment de pouvoir tracer l'ensemble de ces contrôles qu'on va réaliser et donc de pouvoir, mettre à disposition d'un éventuel, contrôleur type ACPR, bah, une sorte de piste d'audit qui permettra de pouvoir référencer l'ensemble des documents, l'ensemble des contrôles qui ont été réalisés, aussi bien par une intelligence artificielle que par des humains, finalement, pour pouvoir gagner du temps par rapport à tout ça aussi, et fournir les documents nécessaires pour justifier des contrôles KYC qui ont été réalisés. Ça, c'est l'ensemble des certifications qu'on a, puisqu'on est aussi un éditeur de solutions de signature électronique qui répond aux normes européennes, évidemment, et donc qui est une signature électronique qui a valeur légale. Et ce que nos clients nous remontent, c'est que en soi, la raison pour laquelle ils ont choisi Vialing est en tout cas de digitaliser, d'automatiser leur processus d'onboarding. On le voit, alors le 70 de temps gagné par dossier client, c'est quelque chose qu'on observe chez Tofinso, enfin Capital Tofinso, qui est une filiale de la Caisse d'épargne et qui est plutôt positionnée sur tout ce qui est leasing. Avant de mettre en place Vialink, par dossier, une personne passait environ 2h20, 2h30, à étudier ce dossier, à faire tout l'ensemble des contrôles, nécessaires. Aujourd'hui, on a réussi à automatiser à hauteur de 1h50 de ce temps-là. Il leur reste donc une petite demi-heure de, travail manuel. Donc autant vous dire que derrière, en fait, chaque, personne peut aujourd'hui traiter plus de dossiers, par jour et donc apporter une réponse beaucoup plus rapidement, au client final et in fine améliorer, la satisfaction. L'efficacité commerciale multipliée par 2, c'est quelque chose qu'on remarque, notamment chez, Citia. Donc Citia, on n'est plus du tout dans le monde de la finance, on est dans le monde de l'immobilier. En fait, ils ont aussi digitalisé le parcours des candidats locataires. Entre la première visite, et la signature du bail, il pouvait se passer 3-4 jours, le temps de collecter l'ensemble du dossier, de le vérifier et ainsi de suite. Aujourd'hui, une visite qui se passe le matin, peut donner lieu à la signature d'un bail de location le soir même, puisqu'en fait, beaucoup de choses ont été aussi automatisées et la promesse qu'on fait à l'ensemble de nos clients, c'est de pouvoir, analyser un dossier complet en moins de 10 secondes et ça grâce, à notre intelligence artificielle et à l'OCR qu'on a mis en place. Donc on va, je pense, beaucoup parler sympa ça. On va, je pense, beaucoup parler, du monde de la finance, mais maintenant, Vialink, on travaille avec beaucoup d'autres personnes, donc dans l'immobilier et dans les telcos, l'énergie et ainsi de suite. Voilà, je vais pas vous prendre plus de temps sur la présentation. Je pense que le plus intéressant reste, les échanges qu'on va avoir, durant cette table ronde. Donc Laurent, je te redonne la main. Merci Thomas. Bah, écoutez, je vous propose donc de démarrer cette table ronde. Donc, on va commencer de façon très très basique. Quand on parle d'onboarding digital comme vecteur d'acquisition client, déjà, première question, de quel client parle-t-on? On parle voilà, de quel client? Personne physique, personne morale. Est-ce qu'il y a déjà des enjeux pour adresser cette problématique d'onboarding client? Je veux bien parler. Alors, de notre côté, ce sont essentiellement des clients personnes morales, puisque nous sommes spécialisés sur le secteur de la banque et l'assurance. Et les problématiques que nos clients ont, c'est effectivement soit du B2C, soit du B2B.
Et donc, dans l'onboarding, il y a effectivement toute cette dimension eKYC, eKYB. Mais en tout cas, pour répondre à la question, 100% de nos clients sont des personnes morales. D'accord. Christophe? Pardon, donc deux mots sur ce point-là. Donc, on propose des solutions, encore une fois, chatbot, mailbot, voicebot, et on s'intéresse donc à ce que disent les gens. Autrement dit, ça peut être à l'intérieur d'entreprise, ça peut être une banque avec ses partenaires, avec des réseaux de distributeurs, mais le point que l'on traite, c'est le point de contact avec le particulier. Donc que ce soit une entreprise ou un particulier, nos solutions vont s'adapter en fonction des processus, mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'écrit la personne qui est en relation avec la banque ou l'assureur. Et nous, de notre côté, on sera aussi bien personne morale que personne physique. Peu importe en fait l'origine, on va collecter un très gros ensemble de pièces et on va savoir les reconnaître et les lire. Et on a aussi automatisé un certain nombre d'appels sur des bases externes pour pouvoir soit s'assurer que la pièce présentée est un vrai, soit aller collecter de l'information complémentaire, ce qui permet à nos clients déjà d'une de s'assurer que l'information collectée est véritable et deux, d'éviter de redemander des informations aux clients directement. Donc je pense surtout à des processus de remédiation plus que d'onboarding pour le coup, où si on veut mettre à jour un CABIS ou ce genre d'éléments, aujourd'hui on a des bases externes type infogreffe ou ce genre de choses qu'on peut aller interroger et aller récupérer l'information directement sans avoir à solliciter notre client, pour qui finalement ce genre d'opération est une forme un peu d'irritant. Néanmoins. Donc voilà, on évite ce genre de choses. D'accord. Alors, je retiens le plus loin, je pense qu'on pourra aborder, parce qu'à mon avis, les problématiques, selon les différentes typologies de clients, doivent être radicalement différentes. Voilà, on pourra aborder ces sujets, et puis avec des enjeux. Ah, d'accord. Très bien. On parle de clients là. On a été focalisé sur donc l'acquisition des clients. Est-ce que l'onboarding digital et la relation avec des tiers digitales en fait présente des enjeux pour d'autres types de relations d'affaires? Je pense par exemple aux collaborateurs en interne, d'accord, surtout dans des entreprises de dimension worldwide, fournisseurs, partenaires, en fait l'ensemble des relations d'affaires. Est-ce qu'il y a la problématique, enfin l'enjeu se pose pour toutes les relations d'affaires et puis les collaborateurs, de votre point de vue? Alors, je peux peut-être démarrer rapidement. Évidemment, la réponse est oui, donc merci de poser des questions pour lesquelles les réponses sont simples. La réponse est oui. Les processus, dans ces cas-là, il faut viser des processus qui sont un peu plus simples, sur lesquels les volumes, les enjeux sont un peu moindres, mais la beauté de l'exercice, c'est que ce sont des processus plus réplicables. Donc, l'exemple que j'ai en tête, donc, on est à la marge du secteur banque-assurance, puisque c'est EDF le client, mais c'est sur un processus relation fournisseur. Et EDF ayant 500 000 fournisseurs, c'est un processus qui véhicule beaucoup de travail et pas mal de gens. Et le fait, voilà, donc c'est un client, c'est une réussite dont on est très content, et EDF et nous. La mise en place de notre mailbot, avec une déclinaison de formulaire intelligent, a divisé par 2, voire plus, le coût total de traitement de cette relation. Donc, la réponse simple, oui, même si les processus sont un peu moins stratégiques, les processus de relation avec les fournisseurs, avec les internes, etc., méritent d'être traités parce qu'ils sont réplicables d'une entreprise à une autre. D'accord. C'est un peu la force du sujet, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'apporter la meilleure expérience client possible. Et en plus, en apportant une belle expérience, on va également apporter un bénéfice
aux équipes internes. Typiquement, quand vous demandez des documents de validation, pièce d'identité, justificatif de domicile, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de sociétés qui gèrent ça à la main et qui, derrière, c'est un humain, donc ça va prendre énormément de temps, donc ça a un coût. Et en plus, l'expérience, aujourd'hui, ce que cherche le consommateur, c'est l'immédiateté. Et plus vous rajeunissez les générations, voilà, mes enfants, plus d'une seconde de réflexion, ils sont partis. Et donc, il y a une notion d'effort, et cette notion d'effort, voilà, la digitalisation, pour moi, n'a de sens qu'à partir du moment où elle permet justement de réduire l'effort du consommateur. Et encore une fois, c'est une équation extraordinaire, puisque ça permet aussi de réduire les coûts internes et de remettre justement l'humain au centre de la relation, mais sur des éléments qui apportent, enfin, je veux dire, typiquement l'empathie. Et donc, encore une fois, par rapport à ce que dit Christophe, moi, vraiment, ce qui est incroyable, c'est d'apporter de la valeur au consommateur, puisque pour moi, ça n'a de sens, tout ce qu'on fait n'a de sens que si on apporte de la valeur au client final, et qu'en plus, effectivement, il y a possibilité de réduire considérablement les coûts de gestion en interne. Je suis évidemment d'accord avec ce que Christophe et Olivier ont pu dire. C'est souvent un des débats qu'on a OK, on améliore l'expérience client, et ça, c'est la raison pour laquelle nos propres clients vont digitaliser, automatiser. Et il y a ce sous-jacent qui est assez prégnant, qui est aussi l'amélioration de l'expérience collaborateur à proprement parler. Parce que aujourd'hui, il y a besoin de ramener et de rapporter du sens. Il y a quelques semaines de ça, une des grosses mutuelles en France a connu quand même une petite grève des collaborateurs parce que justement, ils avaient tous perdu le sens de leur métier. Et on peut le comprendre, hein, c'est pas forcément quelque chose très évident que de traiter exclusivement du dossier papier, se gratter la tête à savoir si oui ou non les informations sont correctes, aller chercher des informations à droite à gauche, surtout quand on sait que tout ça peut être automatisé, et surtout quand on n'a pas signé un job pour faire uniquement de l'administratif, mais à l'origine pour être en contact avec le client final et l'assurer, enfin, dans mon exemple en tout cas, l'assurer en question de façon à pouvoir bien comprendre son projet de vie afin de correctement l'orienter et avoir une vraie relation humaine et a fortiori de conseil que l'opérateur peut apporter à son futur client. Donc il y a une sorte de dissonance entre finalement le job réel et le job espéré. Ok, et une question comme ça très, très candide. Une solution en fait qui est implémentée dans mon établissement, par exemple pour le client, en fait, peut-elle être déclinable ou réutilisable pour d'autres types de relations d'affaires, ou ce sont des enjeux, des problématiques, des applications différentes? Moi, à mon sens, c'est assez proche. Je m'étais noté justement aussi comme exemple, je parlais de Citia tout à l'heure, donc un gros réseau d'agences immobilières. En fait, on a commencé l'histoire avec Citia sur des process internes et notamment le process d'entretien annuel où ils avaient besoin de le faire signer électroniquement. Et c'est de cette façon-là qu'on est rentré dans le groupe sur la digitalisation d'une partie de leur process interne. Donc il y a ce type de choses, et pour d'autres clients, puisque Laurent, tu parlais de Sapin 2 au démarrage et en introduction, il y a effectivement aussi la mise à jour des informations fournisseurs en fonction de leur cartographie des risques. Et donc, pour moi, cette partie-là aussi peut être digitalisée. On n'est plus sur de l'entrée en relation, on n'est plus sur de l'acquisition de clients, on est bien sur une continuité de relations d'affaires. Néanmoins, ça peut aussi se digitaliser et s'automatiser. Christophe, Olivier? En fait, oui, je vais reprendre les propos de Thomas, mais bien sûr que on peut adapter. En fait, il y a des schémas qui sont
relativement proches. Et ensuite, c'est en fonction de cahier des charges de chacun des clients. Mais quand vous onboardez, que vous demandez des documents précis, type, encore une fois, pièce d'identité, justif, etc., ou le SIRET pour les entreprises, globalement, ce qui va faire la différence, encore une fois, ça va être les connexions avec les systèmes internes, et puis, encore une fois, l'expérience qu'on va pouvoir offrir. Voilà. Donc, mais sinon, c'est un process qui est relativement réplicable. D'accord. Christophe? Okay. Pardon. Juste en 2 mots, il y avait une discussion par écrit dans le chat là. Ah. Justement, sur les 3 pattes, c'est la partie sur laquelle nous, on ne peut pas intervenir, mais sur laquelle des agrégateurs ont des offres à faire. Donc, la patte en question donc, de M. Adrien Enzi, c'est récupérer directement ces documents auprès de ceux qui les émettent. Donc, on peut bien sûr EDF pour un justificatif, mais on peut aller jusqu'à l'État sur certains documents officiels. Donc, nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Par contre, on sait les récupérer et les traiter dans 2 endroits. Donc, là où se trouve le consommateur, le client lui-même, il prend une photo, il scanne, il prend sa pièce jointe, etc. Et dans le chatbot, dans ce qu'on appelle nous le formulaire intelligent, ça va être analysé, ça va permettre de structurer la conversation, mais on sait aussi récupérer les informations nécessaires et les envoyer dans les systèmes. Et en fait, le document est non seulement un justificatif nécessaire, par exemple New York Customer, mais également une source d'information permettant d'analyser dans cet échange quelle est la meilleure offre, quelle est la meilleure action que peut engager derrière le banquier ou l'assureur. Très bien. Alors justement, donc, on abordait donc les secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, on est chez Finance Innovation. On a beaucoup abordé les secteurs bancaires et assurantiels. Vous avez mentionné d'autres secteurs d'activité comme EDF. Pour vous, en fait, vos solutions sont agnostiques du secteur, sont réplicables partout. Est-ce que vous voyez des vecteurs de croissance, enfin surtout des problématiques, des enjeux qui se posent sur différents secteurs, ou comment vous voyez en fait cette approche sectorielle? On a un panel d'interlocuteurs qui est très 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 divers. Au départ, pardon, vas-y Christophe. Vas-y Olivier, vas-y. Alors, au départ, nous, on est spécialisé banque assurance, effectivement, mais très vite, en fait, on a été approché par justement d'autres secteurs de type énergie, telco. On vient de signer un très gros contrat avec un parieur en ligne parce que les problématiques sont les mêmes. L'onboarding, voilà, à partir du moment où vous avez de la complexité, comment on intègre ces contraintes pour simplifier encore le parcours client. Et donc, notre raison d'être, c'est de simplifier la complexité. C'est-à-dire qu'on n'empêchera pas tout ce qui est compliant, voilà, c'est des contraintes fortes, et tant mieux. Derrière, c'est comment on va, en tenant compte de ces contraintes, apporter l'expérience la plus fluide. Et ça n'est pas que de la techno, ça n'est pas que de l'IA. Nous, on s'est vraiment rendu compte, par exemple, qu'il faut engager le client de la façon la plus simple au départ, en lui posant des questions assez simples, et que plus il va répondre, plus il va être engagé. Mais ne commencez pas à lui demander des choses complexes au départ. Donc ça, c'est absolument pas de l'IA. C'est juste un peu de jus de cerveau. C'est cet équilibre-là qui fait qu'on peut offrir une bonne expérience. Et pour encore une fois répondre à la question, c'est effectivement à partir du moment où il y a de la complexité et qu'on a démarré sur des secteurs qui sont un peu plus contraignants que d'autres, du coup, on apporte une belle expertise pour l'ensemble des secteurs qui ont besoin à qui on doit répondre sur cette problématique. Très bien. Ouais,
je vais être en demi-contradiction avec toi, Olivier. Je suis totalement d'accord, là, c'est pas le point de contradiction, sur le fait que, en tout cas, des IA comme les nôtres, et je pense comme les tiennes, visent à faire disparaître la complexité du point de vue du client, du point de vue du consommateur. Là où je suis un peu en contradiction, c'est que plus c'est complexe derrière, meilleur c'est pour nous, parce que plus l'enjeu est important, et les banquiers et assureurs traditionnels, là, ils ont un atout, mais qui est une faiblesse. Si on le prend du côté de la faiblesse, ils ont des organisations impossibles avec 10 000 équipes qui font 10 000 choses différentes et avec des applications dans tous les sens. Ça, c'est si on le prend du côté de la faiblesse, mais si on dit la même chose du côté de l'atout, ils ont des catalogues produits et des réserves d'expertise qui sont imbattables. Et l'un de leurs enjeux, vraiment, ils sont imbattables. Là-dessus, les pure players pourront ponctuellement aller gagner des parts de marché, mais si les grands acteurs traditionnels sont capables de faire disparaître du point de vue du consommateur la complexité qui vient du fait qu'ils ont beaucoup d'experts et qu'ils ont beaucoup de produits, alors ils sont meilleurs parce qu'ils ont en plus la possibilité d'apporter le conseil permettant d'avoir le meilleur produit. Et c'est là où nos solutions, je pense, sont des enjeux stratégiques qui font que la transformation digitale de ces grands groupes banque-assurance se fera avec de l'IA, et sinon, ils vont morceler leur business pour entre guillemets, courir derrière les pure players. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes à faire en dehors de ces grands contextes très complexes, mais c'est encore plus rigolo et évidemment plus rémunérateur de travailler avec la BNP qu'avec une néobanque. Ah oui, merci. Thomas ? Je pense que j'ai oublié la question, Laurent, désolé. Ah, très bien. Non, alors, Est-ce que tu t'ouvres sur d'autres secteurs? Ah oui, c'est l'ouverture sur les autres secteurs. Oui, exact. Effectivement, alors oui, la banque et l'assurance sont effectivement aussi notre ADN d'origine, mais on se rend compte, enfin en tout cas, et j'imagine que c'est en soi dû au contexte qu'on a connu récemment. On a eu des demandes entrantes sur des secteurs comme l'intérim, voire les sociétés un peu comme le Club Med ou ce genre de choses qui emploient énormément de saisonniers. En fait, il y a un besoin pour eux, juridiquement, l'intérimaire ou le saisonnier doit avoir signé son contrat de travail avant son premier jour effectif, pour pouvoir commencer à travailler. Et ça, un contrat de travail, ça nécessite d'avoir apporté un certain nombre de pièces, la carte nationale d'identité typiquement, le justificatif de domicile, et en plus de signer le contrat. Donc la signature électronique pour le coup, est un avantage, et quand on s'adresse à des populations d'intérimaires ou de saisonniers, ils sont pas nécessairement, ils sont, comment dire? Ils sont assez, flexibles dans leur lieu d'habitation. Donc ils bougent énormément. Donc à partir du moment où on arrive à digitaliser tout ça et rendre l'accès, et là on parlera peut-être un peu du X ou de devices sur lesquels sont accessibles nos solutions. Mais si tu sais faire tout ça avec un téléphone portable, en fait tu as gagné, on va dire, ce type de marché. Donc oui, il y a aussi un besoin qui très clairement naît dans des secteurs connexes, et ça à partir du moment où finalement tu as besoin de récolter et vérifier un certain nombre de documents avant de pouvoir réellement réaliser ton entrée en relation. D'accord. Merci à tous. Donc en fait, ce que je relève, vous avez abordé un certain nombre d'enjeux en fait. Parce que pourquoi digitaliser, à la limite, hormis évidemment s'inscrire dans les process actuels, mais pour vous, donc on a mentionné des enjeux en termes de réduction de la complexité, de réduction de l'effort du consommateur, réduction des coûts. Quels sont pour vous en fait les principaux enjeux pour un établissement quelconque en fait à digitaliser de façon à pouvoir orienter on va dire ces axes de réflexion, ces axes de travail? Ah ben, tu l'as dit, Laurent, hein, c'est la simplification. Pour moi, il n'y en a qu'un. Et
Mais je vais expliquer. Google, Netflix, Amazon, Booking, Uber, ils n'ont fait que simplifier des process. Ils ont utilisé la techno, ils ont fondamentalement pas inventé des métiers, mais par contre, ils se sont focalisés sur l'expérience client. Google n'est pas le premier moteur. Et par contre, quand vous lisez le bouquin, les deux fondateurs se sont focalisés sur l'expérience. Et donc, du coup, on a une référence globale qui se situe là, et que parce que quand j'achète quelque chose sur Amazon, le niveau de service est tel si j'ai un souci, parce que du coup, je m'attends au même niveau de service, d'expérience, partout, pour tout ce que je fais. Et c'est d'autant plus vrai pour les tout jeunes. Et donc, l'enjeu, et d'ailleurs, les InsurTech, néobanques, leur valeur aujourd'hui n'est que sur l'expérience. Quand vous avez un Revolut, effectivement, aujourd'hui, Revolut, le niveau de service est tel et l'effort est tel que tous ceux qui vont, moi en tant que consommateur, me complexifier la vie, je peux très rapidement les éviter et partir sur une expérience qui va être extrêmement simple. Donc, pour moi, l'enjeu de toutes les vieilles dames ou les vieux dinosaures, c'est effectivement de focusser sur l'expérience. Et quand je dis d'expérience, c'est encore une fois cette notion d'effort. C'est demandez-moi en tant que consommateur le moins d'efforts possible, facilitez-moi la vie, permettez-moi d'avoir des réponses instantanément. Et à l'inverse, mettez-moi de l'humain quand j'ai une problématique ou j'ai besoin d'empathie. Comme j'ai réagi, voilà. Je pense qu'on est le duo du jour, Olivier. Merci. Enfin, je suis totalement d'accord pour le coup sur le fait que l'enjeu ultime, c'est que lorsque je suis client, je ne suis plus client d'une banque traditionnelle de réseau, mais si je l'étais encore, l'enjeu ultime serait que j'ai une expérience client aussi facile que sur Amazon. Sauf que pour y arriver, il y a une trajectoire qui est loin d'être simple, et je pense que la trajectoire, c'est pour ça que je faisais deux, il y a 2 points, un niveau plus... Voilà, peut-être un peu moins rigolo. Le premier point, c'est chasser les irritants. Autrement dit, ne pas viser une perfection tout de suite, mais bien identifier tous les trucs qui posent problème, parce que en chassant les irritants, on fait de la simplification là où on évite de perdre des clients, etc. Et le deuxième point, c'est faire des économies, à la fois parce qu'il faut financer tout ce machin-là, mais aussi parce que c'est ça qui rend le modèle vertueux. C'est ça qui évite, et donc je pense que, enfin, j'imagine que tous les gens autour de l'écran connaissent ça, c'est ça qui évite l'époque, les pilotes, un peu guerre des étoiles, mais à la fin, le retour sur investissement n'est pas forcément aussi simple que ça. Et, alors, je trouve que là, pour le coup, il y a eu une évolution culturelle sur notre business qui est l'intelligence artificielle, qui est de comprendre qu'il y a du ROI, qu'il faut aller le chercher et qu'il faut plutôt aller le chercher là où les clients se plaignent. Et donc, je termine ma petite intervention sur, par exemple, donc là, bon, Société Générale, je ne sais pas s'il y a des gens de l'ASG là, le fait de mettre le formulaire intelligent. Formulaire intelligent, c'est quoi? Les clients, ils ont déjà un formulaire de contact dans leur espace sécurisé. Au moment où ils veulent envoyer un message à leur conseiller, en fait, il y a OI qui prend ce message et qui va leur expliquer comment ils vont traiter leurs problèmes tout seuls. Donc, les clients existants, ils ne sont pas tout de suite dans le monde Amazon avec l'ASG. Par contre, petit à petit, l'ASG les emmène vers ce monde Amazon. Et donc, c'est cette dimension trajectoire qui fait qu'il y a énormément de projets à faire, réduction des irritants et diminution des coûts. Et moi, sur cette question, j'ai toujours l'anecdote d'un ancien collègue qui, en ouverture de session, racontait ce qui s'était passé le dimanche précédent quand son fils, est venu déjeuner à la maison, et lui a annoncé que, il avait, quitté, le banquier familial. Donc mon collègue est un peu, tombé des nues en lui demandant ce qui s'était passé.
En fait, on était dans une procédure de remédiation. Donc, le banquier demandait à mettre à jour le justificatif de domicile ou je ne sais plus quelle pièce. Et quand le fils de mon collègue lui dit OK, je vous l'envoie sur quel email, le banquier a répondu: ah non, non, par contre, ce sera par courrier. Donc, autant dire qu'un jeune à l'époque, je pense qu'il avait 22 ou 23 ans, quelque chose comme ça. Le premier réflexe qu'il a eu, c'était de commander ses enveloppes sur Amazon. Ce que mon collègue raconte, c'est que du coup, quand on les achète sur Amazon, ça arrive par paquet de 100 et que en fait, ses arrière-petits-enfants allaient pouvoir encore profiter du reste des enveloppes en cours. Mhm. Et que le deuxième irritant, c'était de trouver un timbre. Et pour ça, il était hors de question d'aller à la poste parce que vous connaissez la longueur de la queue dans les bureaux de poste et que les seuls timbres disponibles à la maison sont dans le sac de sa mère. Sa mère qui était sortie faire des courses, donc pas de timbre. Donc du coup, le garçon a été un peu agacé, pour ne pas dire autre chose, a décidé de ne pas envoyer le courrier et s'est connecté à une banque en ligne et a ouvert un compte. Fin de l'anecdote. Et donc, en fait, il a aussi fermé le compte de l'autre côté. Et donc, le banquier traditionnel a perdu un client. Un client qui, à 22-23 ans, est clairement un client qui va être amené à grossir puisqu'il commence ou va commencer à peine sa vie professionnelle, que le jeune en question est destiné à une très belle carrière, puisqu'il fait de hautes études, dans des belles écoles. Donc, c'est très clairement quelqu'un, qui sera issu, enfin, en tout cas, qui finira dans les classes, CSP++ et compagnie. Donc ça aurait pu être un client pour une assurance vie en plus du compte courant, pour, un crédit IMO en plus, pour un crédit, je sais pas, conso, enfin voilà. Donc, le banquier traditionnel s'en est, empêché, on va dire, simplement pour un courrier, papier. Et ça, c'est ce qu'on remarque aussi avec nos clients. Donc, nous, on a des clients qui sont aussi bien de la banque tradi que de la néobanque. Et très clairement, les banques tradis sont, en train d'essayer de rattraper leur retard, mais avec un legacy qui est monstrueux. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps pour eux. Je pense qu'ils se posent aussi beaucoup de questions, mine de rien, par où je prends le bout, par où je commence, et qu'est-ce que je veux réellement faire? Et comme ils sont aussi très nombreux, au sein des banques traditionnelles, ça génère forcément énormément de discussions, qui sont intéressantes, hein, pour le coup, mais chacun donne son avis. Donc quand, vous réunissez, une trentaine de cerveaux autour d'une table, qui n'ont pas forcément tous le même avis, ça prend un peu de temps, versus une néobanque, où, au démarrage, vous avez un, deux, trois, 5 cerveaux, donc forcément, ça va un peu plus vite. Heu, Très bien. Alors justement, vous avez été, je rebondis là, vous avez été 2 à mentionner en fait la double problématique, néobanque, banque on va dire, classique. Est-ce que, justement l'appréhension, ce que je comprends, c'est que l'appréhension est différente? Est-ce que pour une b on sait que les néobanques, sont assez performantes, hein, vous avez parlé de Revolut, on peut en mentionner d'autres, comme, N26, Boursorama, Fortuneo et cetera. Il y a donc une nécessité en fait de performance. Est-ce que les grands acteurs ils sont confrontés à la même problématique? Est-ce que c'est une course à l'échalote? Est-ce que les grands acteurs doivent s'inscrire dans les process des néobanques où les problématiques sont différentes? Allez, je commence, Olivier. Je vais être très très rapide, pardon. J'en sais rien, je suis pas un expert, et il y a plein de consultants, j'imagine, y compris autour de l'écran là, qui sont infiniment plus experts que moi sur exactement ce que je vais dire. Mais ce qu'on observe, je parlais de la BNP, Société Générale, la Banque Postale, qui sont dans nos clients, Natixis, etc. Ce qu'on observe, ce que je pense, c'est que les néobanques sont en train de devenir une des offres des palettes bancaires. Et donc, les grandes banques ont de plus en plus une néobanque, soit elles en ont racheté, enfin, c'est pas le choix, et elles en ont racheté, et elles en créent en interne. Il me semble que le match n'est pas forcément là. Alors, bien sûr, les néobanques ont des process très, très simples avec des coûts très forts, etc. Il me semble que le match est plutôt sur les services financiers à relativement faible valeur ajoutée, donc par exemple le paiement en ligne,
où là, il y a un problème existentiel des banques. Soit elles se déplacent de plus en plus vers des services à forte valeur ajoutée sur lesquels elles gagnent beaucoup d'argent, le crédit, l'assurance, etc. Et elles abandonnent un contact client très permanent qui leur permet justement de vendre ces services à forte valeur ajoutée. Soit elles se bagarrent pour ne pas disparaître de cette photo contre Apple, Google et autres. Mais là c'est hyper compliqué pour elles parce que la qualité de service de Google Pay, d'Apple, etc., elle est exceptionnelle, elle est déjà parfaite, et les coûts de ces grands opérateurs sont imbattables. Donc voilà, c'est ma réaction. Merci Christophe. Thomas, Olivier, banque classique versus néobanque, même problématique, concurrence ou Olivier, ton micro est coupé. Je te laisse la priorité, du coup, j'ai vu que tu avais commencé, vas-y. Non, pour moi, le débat, c'est encore une fois, c'est pas néobanque, banque en ligne, banque traditionnelle. Encore une fois, c'est l'expérience qu'on va proposer au consommateur final. Donc, aujourd'hui, il y a eu de la place pour les néobanques. Encore une fois, focus sur l'expérience. Et là où je reviens, tu vois, Christophe, on est d'accord sur certains points, c'est la notion d'irritant. En fait, une bonne expérience, c'est une expérience où il y a le moins d'irritants possible. Et on peut arriver justement à gommer des irritants. Le consommateur comprend très bien qu'il ait besoin d'envoyer des documents, qu'il ait besoin, ça le rassure même dans certains cas. Par contre, c'est cette notion d'irritant. Donc, sur la notion de banque en ligne, pour moi, le débat, c'est réellement analysons le parcours client, identifions les irritants et gommons-les de la façon la plus simple pour offrir le parcours. Donc, et après, on arrêtera de parler de banque en ligne, de néobanque, de banque. Ça sera juste une banque qui me proposera une bonne expérience parce que tous autour de la table, on a dû avoir de très bonnes expériences avec des banques traditionnelles, de moins bonnes avec des banques en ligne. J'en ai fait, je viens moi-même de résilier mon contrat. Ça pourrait être un cas d'école, comme Thomas en a parlé tout à l'heure, parce que le moment de vérité, c'est très souvent quand vous avez un problème. Et en fonction de la simplicité, de la capacité de l'entreprise à le régler, soit vous devenez un ambassadeur, soit vous partez. Et donc, encore une fois, pour moi, le débat n'est pas sur les anciens nouveaux, c'est vraiment sur la capacité à offrir le bon parcours. Très bien. Thomas, excuse-moi, juste avant que tu répondes, si tu permets, une remarque intéressante de Amira, en fait, qui nous dit qu'effectivement, il y a eu une volonté des banques, des banques classiques, on va dire, de s'inscrire vraiment dans le même process que les néobanques pour aller les concurrencer, avec pas forcément des résultats aussi probants que les néobanques. C'est une remarque. Si je peux rebondir, Thomas, juste une seconde, mais pour moi, c'est le diagramme de Kano. Le diagramme de Kano avec cette logique de il faut d'abord travailler sur les basiques. Mais le basique ne crée que, quand il n'est pas respecté, ne crée que de l'insatisfaction. Quand il est respecté, il ne crée pas de satisfaction. C'est quand vous rentrez dans un restaurant, si les toilettes ne sont pas propres, eh ben, ça crée immédiatement l'insatisfaction. À l'inverse, s'ils sont propres, voilà, c'est normal, vous êtes rassuré. Et puis, c'est vraiment travailler, et c'est ce que dit Amira, c'est d'ailleurs travailler sur les basiques. Commençons par les basiques. Et ensuite, on va travailler sur le proportionnel. Et alors, le Graal, c'est de travailler sur l'enchantement. Et donc, l'enchantement, c'est on vous propose quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Donc, on ne vous l'offre pas. Vous n'êtes pas insatisfait puisque vous ne vous attendiez pas. Et quand on vous l'offre, et là, si en plus vous y ajoutez une touche émotionnelle, vous avez un client pendant toute sa vie. Et un ambassadeur. Pardon, Thomas. Non, mais c'était hyper intéressant, il n'y a pas de mal, t'inquiète pas. Moi, tout ça, ça me faisait penser un peu aux échanges que j'avais pu avoir avec Kamel Naïtoutaleb, qui est le fondateur d'Only One. Only One, c'est une fintech à impact positif.
C'était un échange assez intéressant parce que ça rejoint alors en plus Kamel, en montant cette boîte-là, avant, il a quand même 15 ans, chez, HSBC et notamment, dans les services, conformité. Donc il a ce parallèle aussi qui est assez facile, de faire au vu de son expérience. Il rappelle quand même aux néobanques que, il gère de l'argent. Donc certes, c'est, intéressant et important d'offrir une expérience, client, aux attentes de ce qu'on peut, exiger aujourd'hui, une application, un onboarding digital, enfin voilà, ce genre de choses. Mais jamais sans oublier, cet aspect de conformité et de réglementation. Et puis, au fur et à mesure un peu de l'évolution de sa fintech, heu, il s'est rendu compte, d'une chose, c'est que, malgré un onboarding digital, bien pensé avec, un minimum d'irritants, avec beaucoup de test and learn, d'A/B testing pour tout constamment l'améliorer, et faire en sorte que constamment ça aille plus vite et que ça réponde à cette envie, ce besoin d'immédiateté qu'on peut ressentir aujourd'hui. Hem, il reste néanmoins qu'il y a un besoin de, contact, humain et en fait, il s'est rendu compte de ça. C'est aussi le cas, chez une autre fintech à laquelle je pense là, qui est, Ritchie, alors en plus qui est sur du conseil patrimonial. Donc là, autant dire qu'il y a encore plus besoin d'humain, parce qu'il y a besoin d'échanges et les 2 se sont retrouvés à finalement, à embaucher des conseillers. Alors ils n'ont pas ouvert d'agence, quand même pas, aller jusque-là, mais embaucher des conseillers de façon à pouvoir soit prendre des appels téléphoniques, soit carrément organiser des visios pour, aussi avoir un peu plus de le côté non verbal quand même de l'échange, qui est pas encore à 100 quand on est en visio, versus, du physique, mais qui néanmoins existe. Un peu plus qu'au téléphone simplement. Donc, je crois qu'il y a une forme de mix un peu, des 2 modèles où, effectivement chacun essaie de prendre, le mieux de l'un et de l'autre. Peut-être que, et je rejoindrai Amira là-dessus, peut-être que la réflexion de base c'était, comment j'assainis justement ma base avant même de commencer à proposer des choses, en plus. Mais, c'est pas forcément comme ça qu'ils ont, évolué, mais c'est peut-être que comme ça, ce vers quoi ils tendent aujourd'hui, de revenir un petit peu, un pas en arrière, de se reposer d'autres questions, pour justement assainir tout ça et on le voit, hein, moi je suis encore client, alors je suis client de 2 banques, une digitale et une, traditionnelle et c'est assez rigolo de voir les évolutions des 2 mondes, parce que le côté banque traditionnelle et leurs applications, je pense qu'ils dépensent des sommes monstrueuses sur le développement de leur, app. Quand on écoute les, directeurs transfo digital des BPCE et compagnie, où, ils connaissent par cœur les chiffres de, téléchargement de l'application, d'utilisation et autres. Je pense qu'ils sont aussi assez sensibles, à tout ça et que, aujourd'hui, ils cherchent, réellement à offrir des expériences, utilisateurs qui soient, on va dire optimisées et optimales. Donc ces 2 mondes-là sont en train de se rencontrer et de prendre le meilleur, des 2. Enfin, c'est le sentiment que j'ai en tout cas, à les écouter. Si, Laurent, j'ai encore Oui, bien sûr. une minute, je trouve la remarque d'Amira assez bonne et au cas où quelqu'un ne l'aurait pas remarqué, mon sens de la contradiction fait que je suis alors vraiment pas trop d'accord avec cette remarque. En fait, dans ces grandes organisations, et donc j'ai regardé rapidement sur Internet, on a par exemple MAF et GMF comme clients. Donc les grandes organisations, banques, assurances, etc. Il y a un phénomène qui est la complexité du management, la complexité de la décision qui fait que c'est difficile de savoir de façon certaine sur quel processus le match va être le plus gagné, entre guillemets. Il peut arriver, donc si je prends un exemple, Natixis, on est sur les process assurance, gestion de sinistres, déclaration de contrats, etc. On est arrivé à des taux d'automatisation très forts, très vite. Et puis, l'organisation c'est un petit peu gelé. Il s'est passé 2-3 ans. Et là, ça repart. L'organisation s'est bien réapproprié notre techno. En fait, c'est pas nous qui vendons. Ils ont compris ce qu'ils pouvaient tirer du truc et ils déclenchent de nouveaux projets et ils déclenchent de nouvelles économies, de nouvelles améliorations d'expérience client. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, j'ai parlé de MAF et GMF.
clairement, entre les deux, il y a un process où tout est en place pour apporter de la valeur, mais il faut le temps que différents petits verrous, petits ou moyens verrous dans le SI, dans l'organisation se lèvent avant que vraiment le niveau d'automatisation, d'amélioration de l'expérience client soit fort. Et sur un des deux autres, donc entre MAF et GMF, et je ne vais pas dire qui est qui, eh bien, dès le début, la valeur a été apportée. Et alors que c'est vraiment le même process qui est traité dans les deux cas. Donc tout ceci est un peu long pour dire que dans ces grandes organisations complexes, à la fois parce que intrinsèquement le SI, l'organisation est complexe, et parce que la prise de décision est faite d'êtres humains qui ont des intérêts divers et variés, je pense que c'est pas la meilleure idée de se dire il faut qu'on se concentre sur notre cœur de métier, parce que parfois, en passant par la bande, il y a moyen d'apporter beaucoup de valeur. Voilà. Très bien. Merci, Christophe. Alors, justement, donc, on parle de basique, de chasser les irritants, de proposer un enchantement. Donc, de façon très concrète, très pragmatique, quels sont les cas d'utilisation, les use cases que dans ce process d'onboarding, en fait, sur lesquels on peut utiliser du digital? Est-ce que c'est un digital? Est-ce que vous proposez des solutions globales, packagées, plug and play, ou alors est-ce que ou alors c'est vraiment des actions micro-ciblées, automatisées? Donc, quels sont vraiment, de façon opérationnelle, les use cases? Et puis, je rajoute une autre question. L'intelligence artificielle, le machine learning, dans tout ça, est-ce que c'est une réalité réellement opérationnelle aujourd'hui? Un use case très simple. Vous avez un client rachat de crédit qui sur 100 leads achetés, n'arrive pas à joindre 55% de ces leads parce qu'un process téléphone. Et donc, on met en place un onboarding, un enrôlement de ces leads qui nous permet d'aller optimiser considérablement ce chiffre. Avec une particularité, c'est que nous ne nous rémunérons qu'à la performance. Et donc, peu de risques pour l'entreprise, et on prend le risque, nous, de simplifier, et l'expérience aidant, nous sommes prêts à prendre 100% des risques, puisqu'on sait qu'en simplifiant le process, et le téléphone est beaucoup plus engageant qu'un post sur WhatsApp. Donc voilà, typiquement un use case qui permet extrêmement simple d'utiliser de l'automatisation plus que de l'IA, mais en tout cas voilà, qui apporte immédiatement un bénéfice à l'entreprise. Oui, pardon, Christophe. Je je lance rapidement. Donc, type de cas d'usage. Alors, je vais le faire par l'exclusion. La vraie vente, en tout cas pour nos clients, surtout banque assurance, se fait sans nos outils. Se fait soit par la publicité, soit par du contact humain. En revanche, ce que j'appelle la vraie vente, c'est le fait que le consommateur a envie d'acheter, il a basculé, il a envie de cliquer. En revanche, une fois que cette vraie vente est faite, dans sa tête, il faut l'emmener à concrétiser. Donc, on appelle ça onboarding, on appelle ça comme on veut. Et là, effectivement, il y a la complexité, il y a les obligations, il y a le know your customer qui rentre là-dedans. Et pour le coup, donc cas d'usage concret, je vais rester sur le formulaire intelligent, même s'il y en a d'autres. Le formulaire intelligent permet d'accompagner le client pour qu'il traite en quasi temps réel, il faut juste l'échange avec la machine, l'ensemble de la fourniture d'informations, de justificatifs et des conseils qu'il doit recevoir, et tout ceci se paramètre réellement très simplement. Et tout au début, on disait faire disparaître la complexité. Avec une interface simple qui est disponible sur son smartphone, sur son PC, comme il veut, il est capable, quand il en a envie, progressivement, en une ou plusieurs étapes, de réaliser tout l'acte qui lui permet de
finaliser cette vraie vente. Et je termine dans les cas d'usage. Il y en a un qui va probablement émerger. On est en discussion avec un gros opérateur de la numérisation de documents, filiale d'une entreprise française qui s'appelle La Poste. L'idée étant d'avoir une solution complètement packagée Know Your Customer, pour les clients existants, permettant à des grandes banques d'envoyer des sollicitations de façon numérique pour que les clients eux-mêmes complètent toutes les informations qu'ils ont besoin de compléter et obtiennent les conseils et les restrictions qui correspondent à leur contexte. Et ça, je pense que cette offre sera packagée qu'en premier trimestre. Et c'est ce qu'on disait tout au début, c'est un truc assez pénible de devoir fournir des justificatifs. On préfère le faire quand on a le temps, quand on est chez soi, etc. Et en termes de valeur ajoutée, c'est nécessaire, mais ça n'en apporte pas beaucoup, donc il faut diminuer ses coûts au maximum. Le type de cas d'usage, qui n'est peut-être pas le plus sexy, mais mettre les banques au niveau où elles doivent être vis-à-vis des contraintes de customer. Thomas ? En fait, tous les cas d'usage qu'on aborde depuis le début, pour le moment, je pense que il y a un petit écho. Tous les cas d'usage qu'on aborde depuis le début sont évidemment des choses qu'on sait traiter. Alors, chez nous, on fonctionne en mode API en plus, donc on ne peut venir que plugger un des services. C'est-à-dire que chez certains de clients, la problématique et le frein ou l'irritant, c'était simplement la collecte des documents. Et par contre, sur tout ce qui était analyse automatisée, ce genre de choses, ou pas automatisé d'ailleurs, mais en tout cas, c'était pas un irritant chez eux. Et donc, ils n'ont pas souhaité nécessairement aller jusqu'au bout, on va dire, de ce qu'on peut leur proposer. Donc, je pense que c'est une des choses, c'est qu'en fait, il faut effectivement se poser la question de savoir où sont au sein des processus qu'on souhaite digitaliser les différents irritants et répondre dans un premier temps à cela. L'autre question que tu avais, c'était l'aspect machine learning. Si c'était IA, encore est-ce que IA c'est machine learning. vraiment voilà, est-ce que c'est vraiment du concret, voilà. Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui Je pense si on revient 5-6 ans en arrière, on parlait tous d'IA et c'était un peu la Ouais. poule aux œufs d'or et le buzzword du moment, comme la blockchain a pu l'être il y a 1 an ou 2, comme d'autres mots sont en train d'apparaître aujourd'hui. À mon avis, pour moi, maintenant, on est vraiment sur des gains opérationnels, aussi bien bonjour le chat. On est vraiment sur des vrais gains opérationnels aujourd'hui, et quand on parle de machine learning, typiquement, c'est quelque chose où on travaille avec nos clients sur la capacité à pouvoir lire de mieux en mieux des nouvelles pièces. C'est-à-dire que le machine learning, il faut quand même garder en tête, pour les plus novices d'entre nous, c'est que ça fonctionne au volume et ça fonctionne au volume de documents. Plus l'intelligence artificielle va lire ce même type de documents et meilleurs seront les résultats. Donc, quand on propose une solution en mode SaaS et qu'on travaille plutôt en partenariat avec ses clients, un nouveau dataset, on l'intègre et on le travaille, on l'améliore. Mais ensuite, plus il y aura de documents de ce même type, plus les résultats seront meilleurs. Et c'est l'avantage aussi d'avoir des solutions en mode SaaS, comme je pense nos solutions à nous trois autour de cette table ronde digitale, puisque les avantages les améliorations du machine learning, ou en tout cas de la lecture, sont bénéfiques pour l'ensemble des clients à l'instant T. Très bien. Donc là, on commence à rentrer dans l'aspect installation, projet. Tu parles de mode SaaS, Thomas. Justement, donc, une fois que j'ai fait mon choix, donc j'ai bien compris, je semble comprendre que à chaque irritant, à une étape du process, en fait, une solution peut être appliquée. Une fois que j'ai décidé donc de la mise en œuvre de cette solution digitale, en termes de projet, est-ce que j'aborde ça comme un projet classique? Est-ce que c'est vos solutions, par exemple, c'est des solutions de type plug and play? D'accord, j'installe mon logiciel et puis après, j'assure un SAV ou voilà,
Qui dit nouvelle techno digitale dit peut-être nouvelle organisation, projet. Voilà, comment moi, en tant que responsable du process KYC, je peux gérer ce sujet, justement, ce projet, par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Alors, je peux être très court si vous voulez. D'une part, le SaaS est une bonne chose. D'autre part, le SaaS est un peu antinomique, vu les opérateurs de cloud qui dominent le marché, des contraintes des contraintes qui s'imposent aux banques. Bref, en tout cas, voilà, on va faire de la pub. On propose notre solution et en SaaS et on-premise. Et l'un des sujets d'investissement, je pense pour nous trois ici, c'est de rendre la mise en œuvre on-premise extrêmement simple. Parce que, le problème de l'on-premise, c'est pas le fait que c'est pas beau, c'est le fait que ça mobilise 12 experts autour de la table et que ça prend des siècles. Donc, voilà. On n'est pas forcément arrivé à la perfection, mais aujourd'hui, je pense qu'on est un certain nombre à être capable de proposer des solutions qui se mettent en œuvre presque aussi vite en on-premise qu'en SaaS. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour rebondir sur ce qui était dit juste avant, le machine learning fonctionne réellement, dans plein de cas d'usage. Oui, c'est des stats, donc oui, les stats sont de plus en plus efficaces quand il y a du volume. Quand on ajoute la problématique du volume de machine learning avec la problématique de protection des données, on impose, donc là je vais parler techno un tout petit peu, ça ne va plus être métier du tout, on impose à résoudre un problème qui s'appelle le transfert d'apprentissage. Et voilà, donc là aussi je vais faire une pub rapide. Il y a peu d'acteurs qui savent le faire, on en fait partie, on en est fiers. Être capable de capitaliser sur un apprentissage qui est fait localement sur un volume qui n'est pas colossal, d'extraire ce qui est appris, de le réinjecter dans un autre environnement, de continuer à apprendre, et non pas donc de globaliser les données de tous les clients, mais de capitaliser sur tous ces enseignements pour arriver à la fin au même niveau de qualité que si on avait globalisé l'ensemble des données. Donc la cerise sur le gâteau, c'est on protège les données, on apprend sur des volumes qui ne sont pas énormes, mais on a un résultat qui est le même que si on avait globalisé toutes ces informations. Alors, de notre côté, je vais parler d'un use case typiquement avec les cartes bancaires de la BNP sur lesquelles on intervient et effectivement, il y a de l'IA derrière. Donc, on a identifié, et l'objectif était de réduire considérablement les appels téléphoniques et de donner une information la plus juste possible aux consommateurs. Et donc là, on travaille avec Rasa et notre proposition de valeur, nous, c'est une fois qu'on installe le bot, c'est nos équipes qui vont vraiment gérer l'ensemble de l'évolution. Et donc, on a une équipe dédiée, une fois qu'on a installé l'outil, la solution, qui va accompagner et qui va optimiser l'ensemble de l'expérience. En intégrant la dimension, effectivement, là, pour le coup, il y a vraiment du machine learning. Et cette notion d'intention, donc je veux connaître le plafond de garantie, tous autour de la table, nous allons poser la question de façon différente. Et encore une fois, grâce à la data, grâce à l'analyse, etc., on va offrir une expérience en posant n'importe quelle question sur ce sujet. Je vais apporter la bonne réponse. Et éviter, puisqu'on l'a tous vécu, éviter le « je n'ai pas compris votre question, merci de reformuler », qui est pour moi l'antithèse de… Et on en a malheureusement encore beaucoup sur le marché. Donc voilà. Typiquement une solution où on va utiliser la techno, mais encore une fois, pour offrir cette belle expérience. Oui, un peu pareil que mes deux confrères, hein. Effectivement, je pense qu'il est important de se faire accompagner, d'avoir une team dédiée pour aider dans ce cas-là le responsable du KYC conformité à paramétrer, à bouger les petits curseurs comme il faut. Et si je puis me permettre, Laurent, si tu es le directeur de la conformité, à mon sens, au sein de ton équipe projet, il faut quand même que tu t'entoures d'autres personnes au sein de ta société et que la gouvernance de ce projet-là peut pas être exclusivement au niveau de la conformité.
Alors que ça a des impacts et là, on va peut-être rejoindre le thème de cette table ronde qui est un vecteur d'acquisition client, mais ça a des impacts nécessairement sur le business et du coup sur des éléments de communication aussi que l'acteur financier peut mettre en avant sur sa capacité justement à ouvrir un compte en très peu de temps. Ça peut, alors un peu moins aujourd'hui avec l'ensemble des banques digitales et compagnie, mais en tout cas, ça peut soit permettre de rattraper le retard, soit de marquer une différence. Très bien. Alors Thomas, je me permets de rebondir sur, sur l'aspect conformité, effectivement. Juste pour préciser, en fait, de mon point de vue, ce sujet de conformité, en fait, c'est pas au directeur de la conformité de l'aborder dans le process KYC, mais la conformité, en fait, c'est le sujet des opérationnels. J'insiste là-dessus parce que dans un projet de digitalisation ou voilà, de refonte de l'expérience client à l'onboarding, c'est un message que je fais passer à tous mes clients, c'est que en fait, c'est un sujet de process d'onboarding dans lequel il y a une grosse composante conformité. Et en fait, c'est à l'opérationnel de prendre en charge la conformité. Le responsable de la conformité est un advisory, il a du conseil, il donne des recommandations, il valide, il donne un point de vue sur le projet, mais n'est pas le moteur du projet. J'insiste là-dessus auprès de nos interlocuteurs pour bien leur dire que voilà, s'ils lancent ce type de projet, il faut qu'ils intègrent la dimension conformité. Et voilà. Et justement, si je me permets de rebondir là-dessus, alors vous avez mentionné les sujets RGPD. Est-ce que pour vous, il y a un sujet RGPD dans les solutions de protection des données individuelles, vu qu'on est dans le parcours client? Est-ce que c'est un irritant, c'est un gain? Enfin, comment est-ce qu'il n'y a aucun rapport? Est-ce que voilà comment est-ce que c'est un sujet pour vous? Je vais une fois n'est pas coutume, je vais répondre en premier. Le sujet de la RGPD pour nous est évidemment important, parce qu'on va accompagner nos clients, sur le sujet. Par contre, nos technos, ne conservent aucune donnée. C'est-à-dire que la donnée transite et en fonction de cette, et on ne enfin, elle transite, elle est analysée et elle disparaît. Et en fait, on renvoie derrière un, KO ou un OK, en fonction des différents contrôles. Donc la donnée, elle est stockée exclusivement dans la SI, déjà existante de nos clients et on les accompagne surtout sur, le respect de la RGPD. Alors quand on est en B2C, c'est un peu plus, contraignant qu'en B2B et donc on leur rappelle, on va dire la règle principale qui est quand même de demander le consentement, à son client. Pour nous aujourd'hui, ça va de soi, a priori, c'est pas encore le cas, pour tout le monde. Heu Pardon, quand je dis pour nous, ça va de soi, c'est pour nous, les gens autour de cette table, ça va de soi. Mais mais D'accord. j'ai croisé quelques trucs, sur des sites, et autres où c'était pas forcément évident parce que typiquement la petite coche, de consentement qui est déjà précochée. Bon, bah, là, on est hors règle. Enfin, voilà, il y a ce genre de choses et donc ça, c'est plus du conseil qu'on peut apporter au moment de la mise en place, de l'UX ou voilà, ce qu'on fait. Néanmoins, j'insiste, nos technos ne stockant aucune information, on est plutôt tranquille là-dessus et nos serveurs étant, en France, on n'a pas non plus ce problème-là. On n'est pas, avec un gros, américain qui, fait transiter les données dans tous les sens et n'importe où. Donc à ce niveau-là, ça va. C'est identique. Donc, une grosse partie des données ne font que transiter. Je dis une grosse partie parce qu'on a un client qui nous a demandé de stocker la data. Et donc, on le fait pour éviter enfin, qu'il ait accès à l'échange qui a eu lieu s'il y a un litige. Donc, on est RGPD compliant. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. En fait, ça reste un peu un sujet pour nous sur la mise en œuvre. Non, le sujet étant que nos consultants qui vont travailler sur l'entraînement du moteur, puisqu'au début c'est complètement supervisé, vont devoir lire, écouter, savoir ce que disent les clients. Et donc, voilà, les grandes entreprises, banque, assurance, commencent à être un peu rodées à l'exercice.
Caisse d'épargne, il avait fallu, il y a 4 ans, plus d'1 an pour avoir le tampon RGPD pour commencer le projet. Fortis, il y a 1 an, il nous avait fallu 6 mois. Aujourd'hui, en 2-3 mois, on a le go pour démarrer le projet. Donc, c'est là où il reste un petit sujet. Donc, les quick wins, on a tous des solutions magiques qui se mettent en œuvre en 30 secondes, mais il faut quand même encore compter 2 mois avant d'avoir le droit de commencer à travailler. Très bien, merci Christophe. Et puis donc, j'ai mentionné au début cet enjeu qui me paraît majeur pour les banques, c'est l'enjeu de la fraude. Fraude documentaire. Enfin, quand on parle d'onboarding client donné aux banques, on sait que dans la relation bancaire, un process mal maîtrisé, mal sécurisé, en fait, peut provoquer la mise de la banque, l'inscription de la banque sur des listes de risques élevés, de fraude, etc., donc dévalorisation, etc. Comment, voilà, est-ce que vos solutions sur l'onboarding digital permettent de lutter contre ce risque de fraude ou est-ce que c'est pas un sujet en fait sur lequel qui vous concerne? De fraude et oui, allez-y, de fraude. Oui, moi je pense que c'est un sujet qui est, enfin surtout quand on s'adresse à des clients comme des banques et des assurances, il y a clairement une réglementation européenne ultra forte avec pas mal de directives qui sortent un peu tous les ans justement sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On va pas reciter les banques qui ont eu des petites amendes avec plusieurs millions d'euros par la CPR. Enfin, il y a clairement des enjeux sur le sujet et on est plutôt même sur des enjeux finalement qui sont assez contradictoires au sein même de ces établissements financiers. On va avoir, et tu le rappelais à très juste titre, c'est que normalement, la conformité devrait être l'affaire de tous. C'est le mot «normalement» dans ma phrase qui est le plus important. Mmh. Parce que c'est sur le terrain pas le cas. Nous, ce qu'on remarque chez nos clients, c'est que alors ils sont tous sensibilisés, ils sont tous formés, mais ils ont des objectifs qui sont contradictoires, avec, cette formation. Ils ont des objectifs de réussite quand on parle du business, donc des conseillers, qui sont en agence, par exemple. Ils ont des objectifs quand même de vente de produits et ces objectifs sont de plus en plus forts un peu tous les ans. Donc quand, vous leur demandez, de vérifier des dossiers et que tous les ans des directives sortent et qui demandent des pièces en plus ou des contrôles en plus, hem, vous ne faites qu'augmenter la charge et vous ne faites qu'augmenter les, objectifs à atteindre. Donc on va avoir un objectif contradictoire qui avec le responsable de la conformité, qui lui est par contre de s'assurer effectivement que 100 des dossiers qui ont été validés sont conformes. Et on se retrouve avec ces 2 populations-là qui, s'entrechoquent un peu, avec, cette sorte d'injonction contradictoire de, chiffre d'affaires à réaliser versus un 100 de conformité à obtenir. Donc c'est là où je pense que, nos solutions à tous les 3 sont, assez, complémentaires et peuvent venir rendre, une forme de service. C'est qu'on va, finalement venir en automatisant un certain nombre de ces contrôles et de ces échanges, pouvoir faire gagner du temps, d'une part aux agents et aux conseillers, pour pouvoir vendre plus et atteindre leurs objectifs, et en plus, servir les, personnes en charge et en responsabilité de la conformité pour s'assurer que les dossiers, soient, recevables. Voilà un peu la réponse que je ferai à cette question. Merci Thomas. Olivier? Nous, sur la fraude, c'est un sujet tellement sensible que dans notre écosystème, on travaille avec des partenaires. Et donc, en fonction de notre client, il peut avoir sa solution interne sur laquelle on va se plugger. Et s'il n'a pas de solution, on va nous lui apporter des partenaires de type TransUnion, Neteos, Everial. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est effectivement extrêmement pointu, mais aujourd'hui, dans notre proposition, on a une eKYC onboarding qui intègre 9 modules anti-fraude. D'accord. Très bien. Merci pour cet échange. Écoutez, il est bientôt 11h30. On a un petit peu débordé, mais est-ce que parmi l'assistance, est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez nous envoyer soit par chat, soit sinon prendre la parole? N'hésitez pas.
Sinon, Laurent, je rajouterais sur Oui. les aspects fraude, justement, le fait effectivement de pouvoir faire confiance à des partenaires et autres pour pouvoir agrémenter de la techno. J'ajoute à ça l'ensemble des automatisations d'interrogation de base qui sont à disposition pour pouvoir s'assurer que la personne qui cherche à rentrer en relation avec nous ne soit pas sur une liste de sanctions ou ne soit pas une personne exposée politiquement ou qu'elle le soit. Et en fait, on prendra la décision en connaissance de cause. On peut aussi venir vérifier quand il est nécessaire de demander la déclaration d'impôt sur le revenu, de vérifier que celle-ci soit véritable et que les montants correspondent. Et on a eu l'occasion de parler blockchain tout à l'heure aussi. Il y a des solutions aujourd'hui qui, via Archipel, qui est un conglomérat en fait entre la Poste, EDF, Engie et un quatrième, c'est la Caisse des dépôts de mémoire, qui mettent dans la blockchain un certain nombre de pièces. Et quand on parle de justificatif de domicile, EDF et Engie regroupent, je crois, 80% des justificatifs de domicile. Donc, on peut vérifier la concordance ce qu'on appelle le hash, qui est une sorte de code finalement sur un document en PDF natif, entre ce que le client a apporté et ce qu'on a déjà dans la blockchain. Et on va de cette façon-là être en capacité de pouvoir limiter un certain nombre de cas de fraude. Sans parler mais ce que fait déjà l'humain quand il n'y a pas d'IA, des contrôles interdocuments, de s'assurer que l'information soit concordante entre les documents. Très bien. Écoutez, merci à tous les trois. Est-ce que je peux vous laisser un dernier mot de conclusion à chacun? Je prends. Moi, deux choses, oui, philosophiquement. Donc, plus le monde se digitalise, plus l'humain prend d'importance. Et donc, il ne faut pas se tromper. Il faut apporter de la valeur et automatiser ce qui est automatisable, encore une fois, pour offrir la bonne expérience. Et voilà, mon mot de la fin, pensée, expérience, c'est le sujet. Merci. Donc, je retiens, plus le monde se digitalise, plus l'humain est important. Merci Olivier pour cette forme. Christophe, Thomas? Alors, moi, c'est un remerciement. Enfin, en plus, j'ai appris des choses pendant cette table ronde. Donc voilà, juste ça. Merci à vous. Merci à vous pour votre participation et votre implication. Thomas? Et pareil, je vais suivre parce que j'arriverai pas à trouver une formule mieux que celle d'Olivier. Et en plus, je suis parfaitement en phase avec. Donc, je vais remercier aussi l'ensemble des intervenants et notre audience pour les questions et les interactions qu'on a pu avoir. C'était très agréable. Et effectivement, j'ai aussi appris pas mal de trucs. Donc, toujours un plaisir. Merci à tous les trois. C'est vrai que ça a été très instructif. J'espère qu'on a balayé à peu près déjà une première vision de tous les sujets. Puis merci pour les échanges. Ça, j'ai beaucoup appris, beaucoup retenu. Donc, merci à tous et puis merci aux participants de cette table ronde. Et puis, merci à Finance Innovation. Merci, très bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.